Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. Alors, à quoi ressemblera le monde dans un an? Est-ce que l'Amérique sera dirigée par un Donald Trump, par exemple? L'Europe aura toujours pour leader en Hongrie Viktor Orban, mais aussi peut-être un président d'extrême droite en Autriche, une Marine Le Pen en France ou une Frauke Petry en Allemagne devenue incontournable, un ex-comique Beppe Grillo décidant des majorités en Italie. Bref, on verrait la montée inexorable des populismes en tout genre. Alors pour analyser ce phénomène à la loupe, un grand spécialiste avec nous aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être en notre compagnie, Yann Werner Müller, auteur de Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace, aux éditions Premier Parallèle. C'est vrai qu'il y a eu quand même un événement un peu fondateur et important pour cette notion de populisme. Ça a été un certain référendum sur le Brexit le 23 juin, dont on a l'impression qu'il a redonné des ailes à tous ceux qui finalement sont qualifiés généralement de populistes. Oui, c'est tout à fait vrai, mais on a déjà eu pas mal de populistes avant le Brexit. C'est ce qui était typique d'une certaine façon, c'était le discours de Nigel Farage qui offre un clivage entre le peuple vrai et les autres. Même dans la nuit du Brexit, dans une conférence où il disait que c'était une victoire pour ce qu'il appelait real people. Ça veut dire qu'il y a des vrais Britanniques qui étaient pour le Brexit et les autres, leur statut comme appartenir au peuple britannique était mis en question par des populistes comme Farage. Oui, mais alors vous dites aussi que finalement ces populistes vivent dans un monde imaginaire ou développent une politique un peu fiction, puisqu'ils incarnent le vrai peuple. Mais dans le cas du Brexit, on a bien vu que ce Nigel Farage, il a été incapable de proposer une solution post-Brexit précisément, et que donc finalement, il ne fait plus partie du jeu. Oui, en même temps, je ne crois pas que le fait que souvent des populistes ont des offres politiques un peu simplifiées, que ça c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment, si vous voulez, l'antipluralisme. Leur manière de dire que c'est nous et seuls nous qui représentons le vrai peuple, ça a deux conséquences immédiates. Effectivement, on dit que les autres partis, les autres politiciens ne sont pas légitimes, alors c'est une exclusion à l'échelle des élites. En même temps, et c'est pas si évident, on fait aussi une exclusion à l'échelle du peuple ou des citoyens. Parce qu'on dit les gens qui ne nous soutiennent pas, qui contestent cette revendication d'un monopole moral de la représentation du peuple, ne peut-être appartient pas vraiment au peuple. Ils sont incapables de gouverner, ces gens, après. Parce qu'il y a Boris Johnson qui est ministre des Affaires étrangères, mais sinon, pour ce qui est des vrais populistes, c'est-à-dire Nigel Farage, ils sont incapables de gouverner. Franchement, je trouve ça trop simple, parce qu'on dit toujours, par exemple, ce sont après tout des mouvements protestataires, et logiquement, on ne peut pas protester si on est en gouvernement, on ne peut pas protester contre soi-même. Mais si vous regardez, par exemple, l'Hongrie ou la Pologne aujourd'hui, on a transformé les institutions politiques selon ce principe d'un monopole moral de la représentation. On dit effectivement une opposition légitime ne peut pas exister parce que c'est seul nous, par exemple Fidesz en Hongrie, le parti de Viktor Orban, qui représente le vrai peuple hongrois. Ou le parti Droit et Justice en Pologne. Vous l'expliquez bien, oui. Qui est en fait dont le spin doctor est Monsieur Kaczynski. Alors, parlons de ce référendum hongrois, effectivement, sur les migrants, qui a été le week-end dernier invalidé, c'est-à-dire qu'il n'était pas, il n'y a pas eu suffisamment de participation pour qu'il soit tout à fait juste. Il y a eu un chantage que s'apprêtait de faire Viktor Orban en direction des Européens, qui ne va peut-être pas faire aussi bien, mais ça ne l'ébranle pas tant que ça, Viktor Orban. Finalement, il continue à dire qu'on confisque ses prérogatives nationales au profit d'une technocratie bruxelloise. Oui, peut-être qu'il faut commencer avec le fait que déjà le référendum, entre guillemets, n'était pas même légal. Parce qu'on ne peut pas poser une question comme ça dans un référendum, même en Hongrie. Et le fait que tout ça ait été accepté par la commission électorale, la Cour constitutionnelle et tout ça, est déjà un signe que les contrepoids dans le système hongrois ne fonctionnent plus. Alors c'est déjà un symptôme du fait que Viktor Orban a transformé les institutions en Hongrie d'une manière assez autoritaire. Cette histoire commence avec ça. Maintenant, c'est clair qu'il prépare un changement de la Constitution et
peut-être moins évident, il prépare, je crois, aussi une coalition avec l'extrême droite Jobbik. En même temps, parce qu'on a besoin de ce parti-là pour changer la Constitution. Et on est effectivement d'accord sur cette idée anti-réfugiés. Alors que peut faire l'Europe? Parce que l'Europe, elle est traumatisée par son expérience de 2000, où finalement il y a eu alliance entre la droite traditionnelle et le FPE, c'est-à-dire l'extrême droite en Autriche. Elle a essayé d'imposer des sanctions, elle s'est rétractée après, puis finalement on considère que ça a été contre-productif. Alors là, est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers les sanctions pour le cas Orban et d'autres cas à l'est de l'Europe? Oui, vous avez tout à fait raison. Tout le monde est traumatisé par l'Autriche, par cette expérience-là. On peut débattre si c'était vraiment cette catastrophe ou non. Quand même, la situation aujourd'hui est très différente. C'est ce qui se passe en Hongrie, c'est complètement différent. Ils ont changé des institutions. Par exemple, Jörg Haider en Autriche n'a pas changé des institutions. On a déjà des preuves pour dire, voilà, on n'est plus en accord avec des valeurs fondamentales en Europe. On peut montrer ça clairement. Le problème, évidemment, c'est que la volonté politique n'est pas là. On a plein de choses à faire en même temps sur la crise de l'euro, les réfugiés. On a l'impression qu'on ne peut pas en même temps dire aux États, votre démocratie n'est plus une démocratie, si déjà en même temps on dit votre chiffre ne marche pas très bien dans votre budget national, etc. Pour faire bref, l'Union européenne n'a pas le capital politique au moment. Quand même, il y aura d'autres possibilités. Par exemple, on pourrait exclure le parti Fidesz. Du grand groupe du Parti populaire européen. Mais là, vous dites, le président de la Commission appartient à ce groupe, beaucoup de leaders, la chancelière allemande appartiennent à ce groupe et hésitent beaucoup à le faire, en effet. Oui, parce qu'on ne veut pas perdre les députés de Fidesz dans le Parlement européen. C'est une calculation assez cynique. C'est aussi, d'une certaine façon, un signe que le Parlement européen est devenu plus important, d'une certaine façon. À l'époque où tout était très symbolique, ça serait plus simple d'exclure quelqu'un. Mais non, on ne veut pas perdre les députés. Alors revenons précisément à ce cas de l'Autriche qui aujourd'hui encore nous interpelle, puisque le 4 décembre, il y a des élections présidentielles qui sont à nouveau organisées. Et cette fois-ci, ça pourrait bien être, en effet, l'extrême droite de M. Hofer qui l'emporte. Vous dites, on n'a pas fait de cordon sanitaire. Les partis traditionnels, à la fois social-démocrates et évidemment conservateurs, n'ont pas maintenu un cordon sanitaire et pourtant c'est ce qu'il faut faire pour contrer les populismes. Alors, je propose une stratégie avec peut-être deux aspects. Premièrement, il ne faut pas répondre aux exclusions par une autre exclusion. Il faut entrer dans le débat. Mais parler avec des populistes, ce n'est pas la même chose que parler comme des populistes. Il ne faut pas accepter leur encadrement des problèmes, il ne faut pas accepter leur manière de présenter des défis. En même temps, dans un débat, deuxième aspect, s'il y a un moment où il commence par exemple avec le conspirationnisme, comme à ce moment-là, en Autriche, on dit déjà les élections peut-être seront fraudulentes d'une certaine façon. C'est pas possible que nous perdons. Non, c'est toujours un problème avec le système. Si des choses comme ça commencent, les politiciens démocrates, c'est absolument nécessaire de dire clairement, voilà, on a quitté le territoire d'un débat normal démocratique, mais non, c'est autre chose. Et on ne fait pas ça. Dans une démocratie, bien sûr, tout le monde peut critiquer nos institutions, mais on ne peut pas commencer, par exemple, avec le conspirationnisme. Alors, Marine Le Pen en France, autre sujet d'importance, surtout sur notre chaîne francophone, dont beaucoup pensent qu'elle sera au second tour de la présidentielle. Si vous avez une recette pour contrer efficacement les populismes, et le sien en particulier, c'est le moment de la donner aux hommes politiques français. Je dirais, bon, je ne suis pas spécialiste de la politique française, mais je dirais, peut-être ça pourrait être un peu une contradiction, que quelquefois aussi, il faut ignorer des populistes. Parce que si tout tourne autour des populistes, ça c'est aussi un problème. On a, par exemple, effectivement laissé le champ politique au Nigel Farage en Angleterre. On n'a pas dit, non, il faut parler des autres choses, il faut offrir des propos concrets, etc. Si on parle tout le temps de Marine Le Pen, si la seule chose est comment éviter le Front National,
faut-il copier ses propos ou non, et tout ça. Ça donne aussi une crédibilité à cette image que c'est déjà le peuple qui sont en train de prendre le pouvoir, et ce sont les élites que s'y méfier, etc. Et c'est pas évident comme ça. Ne pas être toujours sur son terrain de jeu, en effet, vous conseillez. Dernière question, évidemment, sur la Trump mania. Comment ce milliardaire peut incarner l'Américain moyen, le peuple véritable? Est-ce qu'il peut l'emporter, d'ailleurs? Je crois pas. Quand même, d'une certaine façon, il a déjà fait pas mal de choses, d'une certaine façon. La culture politique américaine est déjà nouée d'une certaine façon. Déjà, d'une certaine façon, il a donné une certaine légitimité. C'est ce qu'on appelle avec un euphémisme maintenant alt-right, mais effectivement, c'est white supremacy. Ce sont des racistes. La suprématie des blancs. Oui, ce sont des racistes qui ont eu l'occasion de mettre en avant leurs idées, leurs propos. Alors, même s'ils ne gagnent pas, il y a un problème. Merci à vous pour ce tableau un peu sombre quand même de la démocratie versus les populismes. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien. Vous restez sur notre antenne pour plus d'infos.